à 1 mètre sous terre, des traces d'enfants, imprégnées il y a 2000 ans sur un sol d'argile. Les pas de nos ancêtres gallo-romains. Montant vers nous, ils dévoilent des empreintes que le temps n'a pas effacées, certaines visibles même de notre ciel contemporain. Car les Helvètes ont érigé autour de leur capitale Aventicum des remparts dans le pourtour dessine un D que l'on distingue encore, signature d'une architecture romaine. Et c'est dans l'enceinte de ce dé immense que ressurgissent au fil des ans les joyaux de l'ancienne civilisation. À quoi ressemblait la vie des Helvètes? Quelles étaient leurs habitudes, leurs goûts? En 2015, au moment de célébrer les 2000 ans d'Aventicum, de nouvelles découvertes affinent nos connaissances. Des regards, enfouis il y a quelques mois encore dans le sol, complètent les pièces de ce puzzle extraordinaire. On pense aujourd'hui qu'Aventicum a peu à peu perdu de son importance sans même avoir été détruite par les invasions barbares et que sur ses ruines, un bourg s'est construit et reconstruit sans cesse. Des pierres de monuments antiques ont été récupérées au Moyen Âge et intégrées dans les murs où elles apparaissent aujourd'hui encore. À la différence de villes romaines ensevelies et longtemps oubliées, comme Pompéi, l'existence de l'ancienne Aventicum a été continuellement connue et quelques vestiges témoins sont même toujours restés debout. Tout laisse à penser que les Helvètes ont rapidement adopté la mode romaine, à en croire les objets retrouvés à Avenches. La classe aisée, en tout cas, semble s'être parée des coiffures et de l'habillement que l'on pouvait voir à Rome. Des restes de vêtements complètent nos informations, telle une semelle à clous ayant peut-être appartenu à un soldat helvète. Les objets usuels qui nous sont parvenus ont été souvent préservés parce que leurs propriétaires les avaient perdus. Des peignes, des épingles à cheveux, parfois décorées de bustes de divinités, ont pu tomber dans un interstice du plancher, ou alors ont été abandonnés, soit que la maison ait brûlé, soit qu'on ait jeté ces objets dans une poubelle, ou qu'ils aient été enterrés dans un dépotoir. Beaucoup de femmes portaient des bijoux, cela dépendait aussi de leur statut social. Si elles étaient riches, c'était plus démonstratif. Elles avaient des boucles d'oreilles en or avec des pierres précieuses, des colliers, des bracelets. Et puis si elles étaient moins riches ou si elles étaient esclaves, elles pouvaient aussi avoir des bijoux, mais en matériaux moins précieux comme le fer ou le bronze par exemple. Certains bijoux avaient d'autres fonctions que simplement décoratives. Cette bague à capucine, trouvée lors des fouilles de 2014, est composée d'un fleuron perpendiculaire à l'anneau qui faisait office de clé et permettait à son propriétaire d'ouvrir des coffrets. L'artisanat était très développé dans la région d'Aventicum et permettait de subvenir aux besoins de la vie quotidienne. On a pu prouver la présence de verriers, et il est probable que les objets de verre courants aient été réalisés sur place. On a aussi retrouvé des poteries de facture locale, décorées à la main selon une méthode appelée barbotine. On y voit souvent des animaux de la région. Cet art a survécu jusqu'à nos jours. En tant que céramiste, 2000 ans après, je suis en quelque sorte le continuateur des potiers d'Avenches.
Et je m'attache tout particulièrement à respecter strictement les méthodes de travail de l'époque, c'est-à-dire premièrement les cuissons au bois, absolument nécessaires pour ce genre de céramique, un choix d'argile très particulier que je vais souvent chercher dans la nature, et la préparation de matériaux très particuliers qu'on appelle les barbotines, qui l'on va utiliser pour le décor. C'est une argile délayée dans de l'eau jusqu'à l'obtention d'une consistance d'une crème épaisse, et au moyen d'une pipette, on obtient par dépôt des motifs animaliers, des motifs de personnages, des motifs géométriques, les possibilités sont infinies. Pour s'assurer d'une bonne existence, on dressait à l'intérieur des habitations un autel dédié aux divinités de la maison et du foyer, les lares. D'origine étrusque, cette pratique englobait aussi un culte aux ancêtres. Plusieurs statuettes étaient placées côte à côte. Il y avait le lard de famille qui protégeait chaque membre. Le chef de famille, une fois par jour, faisait la prière devant l'autel, placé généralement dans l'atrium, au centre de la maison. Dans l'espace public, la religion est omniprésente, à l'image de cette statue de Minerve, déesse de la guerre, mais aussi de la sagesse, qui mesurait plus de 2,80 m de haut, qui trônait sur le forum ou à proximité du forum et que l'on implorait ou que l'on vénérait en passant devant elle. On avait dans le monde romain une quantité de divinités à disposition qui avaient toutes leurs spécificités. On pouvait implorer Junon, par exemple, une divinité de la grossesse, une divinité du mariage, de la fécondité, peut-être pour obtenir un accouchement dans les meilleures qualités possibles. On pouvait s'adresser également à Mercure. Mercure, le dieu des commerçants, le dieu des artisans. C'est une divinité qu'on connaît déjà dans le panthéon celtique. La tolérance de l'Empire était extrême. On agglomérait en fait l'ensemble des religions, des peuples conquis, intégrés dans les provinces, et on acceptait les citoyens comme leur divinité. Donc on a une multitude de divinités à disposition auxquelles on va s'adresser pour obtenir quelque chose, selon le principe du do ut des. Je te donne une offrande, je te fais un sacrifice, mais en contrepartie, j'attends quelque chose. Donc voilà un peu la relation de l'individu, du citoyen, avec son panthéon, avec ses différentes divinités. À Aventicum, comme ailleurs dans l'Empire, l'amour s'exposait ouvertement, et avec d'autant moins de retenue que les dieux étaient évoqués, sacralisation libératrice de la séduction, des sentiments amoureux et du sexe. Sur une plaque en plomb, 3 grâces nues, déesses de beauté et de fécondité. Couvercle ou modèle pour un miroir, on voudrait pouvoir, en le retournant, saisir le regard de la personne qui à Avenches s'y mirait. Les amours sont des enfants, les enfants de Vénus et de Mars, et ils sont les représentants de cet amour qui va tirer une flèche sur l'amant ou sur l'amante pour provoquer l'amour. Les représenter comme ici dans des appliques, sous forme d'appliques, qui vont décorer des meubles à l'intérieur de la maison, c'est précisément convoquer l'amour à l'intérieur d'une pièce comme une chambre à coucher ou dans une salle à manger. Les parures témoignent des sentiments et des mots doux qui s'échangeaient alors. Sur cette bague, un mot latin gravé, Amadeus. Ces bijoux que l'on s'offrait habituellement lors des fiançailles pouvaient exprimer un vœu. Vive vita ou vitam. Vita vie, vis une longue vie, une vie heureuse. C'est vraiment
faut soit se soigner, parce que toi, il y a la couche de charbon ou quoi? Dans quelques instants, des objets vont ressurgir de terre après 2000 ans. Les archéologues ont toutes les raisons d'en être persuadés. Nos caméras tournent pour recueillir ce moment qui sera poignant, que la découverte se révèle importante ou non. Ils vont avoir la main heureuse. Lorsque l'on trouve une monnaie, on a toujours une certaine émotion, que ce soit une monnaie ou un autre objet. Mais c'est vrai que les monnaies sont peut-être plus parlantes parce que selon l'état de conservation, on arrive tout de suite à distinguer un visage ou un nom. On voit qu'elle est complètement recouverte de corrosion et de sédiments terreux qui nous empêchent d'identifier la monnaie. Je vais procéder premièrement à un nettoyage chimique avec de l'eau et de l'éthanol qui permet à la fois de bien enlever avec la pression de l'airbrush les sédiments terreux avec l'eau et l'éthanol permet d'éviter un contact trop prolongé de l'eau avec le métal qui est sensible justement à l'eau. Ensuite, là, je dégage la corrosion cuivreuse avec le scalpel. Je suis vraiment la surface originelle de la monnaie pour enfin arriver à l'état initial de la monnaie lorsqu'elle a été perdue. La pièce se révèle particulièrement intéressante. Datant du début du 1er siècle, elle est contemporaine de la fondation d'Aventicum et représente l'empereur Auguste. Au XXe siècle, la découverte d'un buste absolument unique allait faire d'un empereur philosophe l'emblème d'Aventicum, Marc Aurèle. Il a été à peine écrasé sur le visage. On peut bien imaginer qu'à l'époque, lorsqu'il a été enfoui dans cette canalisation, il devait l'être dans une caisse qui a dû le protéger parce qu'il n'y avait pas eu d'écrasement du poids de la terre sur lui. Donc il était en très très bon état. Ce regard sculpté dans l'or complète un autre héritage, les écrits intimes et profonds de l'empereur Marc Aurèle qu'il intitula « Pensée pour moi-même ». Songe à cette vie que tant d'autres ont jadis vécue comme toi, à cette vie qu'après toi d'autres vivront encore, à la vie que mène à cet instant tant de nations barbares, et calcule combien il y a d'hommes qui n'ont jamais entendu même prononcer ton nom, combien qui t'oublieront dans un moment, combien qui peut-être te louent aujourd'hui et qui demain s'empresseront de te déchirer. Et tu te diras que le souvenir des hommes est certainement bien peu de choses. On va se chercher de lointaines retraites dans les champs, sur le bord de la mer, dans les montagnes. Tu peux toujours, quand tu le veux, à ton heure, trouver un asile en toi-même. Quand on fait une faute contre quelqu'un, on en commet une aussi contre soi-même, puisqu'on se pervertit. Que la bonté est chose invincible, pourvu qu'elle soit réelle. Que peut faire le plus violent des hommes si tu conserves toute ta bonté à son égard ?